En fait, ça amène un concept, on a un mot fort chez nous, on dit qu'on s'amuse à former des égociateurs. D'accord. Des égociateurs, ce sont des gens qui gèrent et qui accompagnent l'ego des autres. Mais pour pouvoir rentrer en posture d'égociateur, il faut apprendre à mettre de côté notre propre ego. Alors réfuter notre ego serait en soi une erreur, parce que tu n'arriveras pas à aller à l'encontre de toi. Par contre, si tu fais de toi une personnalité qui revendique vouloir d'abord satisfaire l'ego de l'autre, Mmh. alors ça devient toi. Mmh. Et en privilégiant l'ego de l'autre, tu nourris le tien. D'ailleurs, là, en négociation, on travaille notamment en collaboration avec Laurent Combalbert qui est un négociateur de génie et il s'amuse souvent à dire, la négociation, le N-ego, le non-ego. Tu vois? On est vraiment dans le fait d'abord, on doit mettre de côté notre propre ego pour pouvoir nourrir celle de l'autre et parce que l'autre, à un moment donné, se sent reconnu, alors il sera prêt à nous reconnaître dans notre posture Mmh. et c'est toute l'intelligence qu'on doit faire sienne et là, pour le coup, nourrir vraiment notre ego à nous. C'est d'avoir cette force d'intelligence de se dire: «Je ne passe pas en priorité. Je vais manœuvrer plus de façon plus malicieuse, plus tactique que mon interlocuteur qui arrive, bien en train pour se revendiquer lui. C'est OK, je vous laisse prendre la place. Allez-y, prenez toute la place. Revendiquez tout ce que vous avez à revendiquer et je vais reconnaître ce que vous dites». J'ai pas dit que vous êtes que je suis d'accord. Bien sûr. Je dis que je reconnais ce que vous vivez Mmh. et parce que je le reconnais dans sa revendication, alors il va s'apaiser et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à être et à l'accompagner derrière. Excellent et j'en profite, je vais poser toutes mes Vas-y, je questions, t'en prie, fais-toi plaisir. philosophiques. Il y en a qui vont se dire: «Mais qu'est-ce que je fais sur ce podcast?» Alors moi, d'un point de vue des neurosciences, c'est quoi l'ego? C'est le taux de concentration de sérotonine que tu as dans le sang. Plus tu vas avoir un taux de sérotonine élevé, moins tu vas avoir plus ton ego va être satisfait, moins tu auras besoin de te revendiquer. En fait, c'est tout le paradoxe. Tout le monde n'arrête pas de dire: «Il faut faire taire l'ego, il faut faire taire l'ego, machin, il faut mettre» non! On en a besoin. L'ego, c'est le taux de concentration de sérotonine qu'on a en nous et ce taux de sérotonine, il est fondamental pour plusieurs raisons. La première, c'est celle qui va te permettre, si c'est bien stabilisé, d'accéder à un ressenti physiologique qu'on appelle le bonheur. On est tous en quête de bonheur. Mmh. Donc en réalité, on est tous en quête d'avoir une production modérée haute de sérotonine. La sérotonine, c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir l'estime de toi, Oui. de te dire: «Ah, ça c'est moi. Ça c'est moi, je suis à ma juste place, je suis dans ma juste mission, au bon endroit, au bon moment». Mais ça va plus loin, c'est que la sérotonine, si jamais elle descend, tu vas commencer à douter de toi, à plus savoir qui tu es. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça a du sens ce que je fais? Est-ce que et puis je me sens pas bien, je me sens pas Mmh. j'ai l'impression de pas être à ma place, je suis pas adapté à cette société, je Ouais. suis pas tu vois? Et ça dégringole. Mais on va plus loin. Si la sérotonine descend encore, tu vas perdre la nécessité d'être. C'est là un certain taux de concentration de sérotonine qui nous donne cette nécessité d'être. L'instinct, ce que tout le monde appelle l'instinct de survie, la nécessité à se préserver soi, eh bien, c'est lié à la sérotonine. Donc on a profondément besoin de cette Mmh sérotonine. et j'imagine qu'on est même capable d'identifier des taux, chiffrés de qu'il faudrait avoir dans le sang pour pouvoir être, à ce niveau de confiance en soi ou autre? Alors oui et non. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc on ne peut pas avoir une valeur D'accord, absolue. oui. Par Mais il y a contre, des échelles, voilà et puis tu peux, on vient chercher ce qu'on appelle le seuil basal, c'est le seuil de base de l'individu mmh, et en fonction des fluctuations sur ce seuil de base, oui, on va être capable de pouvoir dire, donner un suivi en fait à l'individu. Mais tu as pas une valeur, universelle. très bien et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, enfin la question que je te posais sur comment capter que ton interlocuteur, il a besoin de ci ou de ça. Tu as des types de questions qu'il va falloir poser? Comment est-ce que enfin, tu as une méthodologie qu'un être humain quelconque pourrait appliquer pour bien comprendre? Alors oui, déjà, la 1re question, c'est: «Est-ce que la personne a besoin de reconnaissance?» On le sait de suite si elle est en train de se revendiquer. «Oui, bonjour, Guillaume Mathias, expert en neurosciences et sciences cognitives appliquées». Mmh. On les connaît ceux-là. Voilà, voilà, on les connaît, non, mais ils sont chiants en plus, ils Jean-Michel font chauve. Ouais, c'est Reconnaissance. ça, Jean-Michel Reconnaissance. Le simple fait que tu veux, je viens de me poser comme ça, je suis en train de me revendiquer. Si je suis en train de me revendiquer, c'est que j'ai besoin de reconnaissance et on va se dire: «Mais il se prend pour qui là, ce chauve là, à se la péter là?» Il est hyper égotique. Mais je ne suis pas satisfait justement dans mon ego. Mon niveau de sérotonine est bas, en fait, je suis en recherche de Mmh. reconnaissance. C'est pour ça que je me revendique. Comme dans notre société, il y a un déficit on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire une thèse là-dessus, mais on vit dans des environnements et notre société nous amène à de moins en moins amener de formes de reconnaissance
et donc les individus ont de plus en plus besoin de se revendiquer. Ce qui nous donne une sensation d'hyper-individualisme, de société hyper égotique. Mais c'est justement parce que les égos ne sont pas satisfaits, parce que les taux de sérotonine ne sont pas bons. La personne qui va te dire sans arrêt: «J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif», c'est pas celle qui a le plus d'eau, c'est celle qui en a le plus besoin. Et ben, dans la reconnaissance, c'est la même chose. La personne qui va avoir tendance à se la péter, à se la raconter, à machin et cetera, c'est celle qui va avoir besoin de Mmh. plus de reconnaissance D'accord. pour réaugmenter ses taux de sérotonine. Donc ça déjà, à savoir quand est-ce qu'on sait quand une personne a besoin de reconnaissance, c'est à la seconde où elle se Ouais. revendique. Ensuite, les formes de reconnaissance, nous, on a développé parce que c'est un exercice quand même de style assez important et on a développé un jeu qui s'appelle le jeu de la sérotonine, JE, c'est un jeu de cartes, avec lesquels on joue sur les 15 formes de reconnaissance et qui a un triple enjeu. La première, c'est que ce jeu te permet de connaître finalement tes propres sensibilités, de formes de reconnaissance. Peut-être que si je te félicite pour ton travail, tu vas dire: «Ah OK, il est gentil le chauve, mais il s'attendait à quoi? Tu as vu ma carrière, tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu tout ce que j'ai machin?» Et il va me dire: «Mais c'est bien Maxime, tu as bien travaillé!» Il me prend vraiment pour un con le chauve là. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est une forme de reconnaissance, non seulement à laquelle tu n'es pas sensible, mais même qui serait presque aversive. En revanche, j'en reviens à la forme, de reconnaissance qui va valoriser l'effort, en disant: «Waouh, punaise Maxime, j j'ai vu ton parcours, j'ai vu Mmh. tout ce que tu as fait, tu as démarré tôt en plus, tu as eu un parcours relativement exceptionnel, dans lequel tu as eu une persévérance incroyable. Franchement, félicitations pour cette persévérance». Et tu vois, c'est pas la même forme de En effet, reconnaissance pas du tout. et on n'est pas sensible du J'aime tout mieux de la la même deuxième manière. d'ailleurs, Pierre. Je préfère le dire à tous ceux qui veulent me faire des compliments, parler plutôt de l'effort, ça me parle plus. Je m'en doutais. Et donc, si tu vois, on le vit pas du tout de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Et on va être sensible à ces formes de reconnaissance. Et donc, on a créé un jeu de cartes qui est autour de ça, pour connaître déjà soit ses propres formes de Mmh. reconnaissance. C'est un jeu aussi qui nous permet, en mode, serious game, de pouvoir aller à la découverte des formes de reconnaissance, des gens qu'on a en face. Heu et ça nous permet d'apprendre à travailler cette flexibilité, parce qu'on a tendance à donner la forme de reconnaissance enfin les formes de reconnaissance auxquelles nous on est sensible. Bien sûr. Et ouais, mais des fois ça marche pas du tout. Mmh. Ça marche pas du tout parce que nous on est sensible à une certaine forme de reconnaissance et pour l'autre ça va être carrément aversif si tu Et veux, ça oui. va l'énerver et donc ça fait des conflits Ouais. alors qu'il y a une bonne intention. Il Mmh. y a une stat que j'adore, qui a été donnée par Gallup qui dit que, plus de 80 des managers considèrent donner suffisamment de reconnaissance à leurs équipes. Ouais, tu as moins de 17 des équipes qui se sentent suffisamment Ça, reconnues. c'est incroyable. C'est Qui fantastique. s'est dit: «Mais on se comprend pas». Mais d'ailleurs, j'imagine que ce sont les mêmes, protocoles qui fonctionnent dans le couple. Dans le couple où d'un côté, tu en as un qui a l'impression de largement faire assez, de l'autre, et l'autre a pas du tout la même perception et on se comprend pas. Exactement. En fait, ce jeu de la sérotonine, on peut l'utiliser à tous les niveaux. Moi, je l'utilise, dans les équipes, quand il faut faire de la réintégration d'équipe, lorsqu'il faut recréer de l'engagement ou lorsque tu as, par exemple, un rachat de boîte, lorsqu'il va falloir pousser une expérience client de façon très, très forte, donc dans les sphères, hein, professionnelles, mais je m'en sers aussi dans la vie de couple Oui, et je m'en sers aussi avec mes filles. J'ai 2 filles qui ont 6 ans, 9 ans et excellent. j'adore jouer avec elles là-dessus. Donc Tu veux on tu veux parle de dire que je vais l'humain, quoi. pouvoir régler tous les problèmes de couple grâce à cet épisode qu'on est en train de faire ensemble? Si tu es bon, oui. Comprendre, c'est une chose, être capable d'appliquer, dans le quotidien, presque inconsciemment, j'imagine que c'est un autre niveau. Exactement, tu as quelqu'un, qui a écrit un super bouquin, qui dit qu'on est 100 responsable de 50 de la relation. Très bien, Tu vas pouvoir faire tes 100 de responsabilité de je vois, 50 de la relation à l'autre. je vois, ouais, Voilà ouais. et c'est déjà bien. On va te dire probablement que utiliser ça en conscience, c'est de la manipulation. Moi, je trouve que Non. Si peu. moi, je trouve que quand on a des outils à disposition, c'est dommage de pas les utiliser. Mais justement, toi, tu arrives à rester, naturel et pas être, un petit peu écrasé par, toutes ces connaissances-là et pas sans arrêt conscientiser, que dans un échange avec quelqu'un, en fait: «Ah là, il fonctionne là, la sérotonine là» et puis on n'a pas parlé d'autres, neurotransmetteurs, mais: «Ah la dopamine là, il fonctionne à ci, à ça». Tu arrives à garder cette spontanéité-là? Oui, mais enfin, j'y arrive, oui, en fait, parce que ça fait, 26 ans Mmh. et je le fais au quotidien et après tu vois quel est, l'enjeu, en fait, qui est derrière. Est-ce que, l'approche qu'on a développée chez BMO, qui est cette fameuse inéquation décisionnelle, est un modèle de manipulation? Oui, c'est un modèle de manipulation et très certainement pour bosser sur les 4 continents, enfin, je bosse déjà sur 4 sur 5, c'est déjà bien, c'est certainement le modèle le plus abouti de manipulation qu'on connaisse et c'est pas un problème du tout pour nous.
Parce que manipuler, c'est mettre en mouvement l'individu. C'est ce qu'on fait tous, tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. On passe notre temps, la façon dont on est habillé, coiffé, maquillé, le choix des mots, notre gestuelle. On passe notre temps à vouloir influencer l'autre, à manipuler l'autre, pour pouvoir le mettre en mouvement. Donc on fait ça tout le temps et quand on vient nous dire: «Ouais, mais c'est pas éthique», parce que autant te dire qu'on on l'entend en 26 ans, on l'a un D'accord, peu entendu. Heu, ça me mais surprend pas. ouais, ça, je sais pas pourquoi. Mais en quoi c'est pas éthique? C'est-à-dire que quand tu fais les choses inconsciemment, comment tu veux être éthique? Tu le fais tout le temps, mais si tu Mmh. comprends pas ce que tu fais, comment as-tu une chance d'être éthique? Alors que là, pour le coup, tu vas vraiment comprendre en profondeur comment ce que tu es en train de faire, pardon, est en train d'agir sur l'autre. Et là, tu vas pouvoir commencer à réfléchir sur l'éthique de ce que tu fais. Oui. Alors moi, je suis personne pour dire ce qui est éthique ou ce qui l'est pas, sinon je deviendrai un gourou et c'est pas du tout le but. En revanche, j'invite chacun à se demander en permanence quand on veut utiliser ces approches-là, enfin cette approche-là ou ces modèles, c'est est-ce que tu es en train de le faire dans le respect de l'autre et de toi-même? Si ces 2 accords de respect sont bons, vas-y fonce. Mmh. Ce serait dommage de s'en priver. Après, est-ce que je m'en sers tout le temps, à chaque instant, à chaque moment? Non. En fait, tu t'en sers quand tu es bloqué par une situation et que cette situation a un vrai enjeu, qui a une vraie force d'impact derrière, qui doit être justement positif pour l'un et pour l'autre. Alors à ce moment-là, oui, on le reconscientise et puis on rentre dans l'analyse et on va aller débloquer la situation. Mmh, excellent. J'aimerais qu'on prenne d'autres exemples, concrets dans l'hôtellerie-restauration toujours, Mmh mh. cette fois-ci d'un point de vue plus vente. Mmh. Hem, Comment est-ce que les neurosciences vont pouvoir nous aider? Admettons, moi j'ai un client qui arrive à l'hôtel, il passe la porte. À quel moment est-ce que toi, ta grille de lecture va pouvoir, moi, m'aider à améliorer, la relation avec le client et les ventes? Bah, déjà, on va regarder comment il passe la porte. C'est la première chose. Heu, le, parce qu'il y aurait des tonnes, hein, de méthodologies ou de stratégies et ça dépend tellement de l'environnement. Mais le tronc commun, c'est d'entrée de jeu de savoir quand la personne passe la porte, qu'est-ce qu'elle est en train de revendiquer? Oui. Et que j'arrive très vite à savoir à quelle forme de reconnaissance elle va être sensible. Parce qu'en réalité, tu vas vendre, non pas quand tu présentes ton produit ou ton service ou ce que tu vas amener à l'individu, tu es en train de vendre quand tu es en train de la reconnaître, dans qui elle est et qui elle a envie d'être. Et donc ça se passe, c'est presque au moment où la personne passe la porte et que tu vas créer le premier contact visuel, le 1er geste, la première attitude, que la vente est en train de se faire. Absolument pas quand tu es en train d'argumenter pourquoi ton produit est vachement bien. Imagine, tu as un client, il passe la porte, tu l'as repéré du coin de l'œil, il a vu que tu l'as repéré, mais tu es en train de le snobber. Tu vas pouvoir essayer de lui vendre tout ce que tu veux derrière. Mmh. Ouais. Tu vas sortir les rames pour pouvoir y arriver. Alors que si, dès que la personne, elle passe la porte, tu l'as repéré du coin de l'œil, elle a repéré que tu l'as repéré et que tu as cessé instantanément tout ce que tu es en train de faire, que tu arrives calmement, pas un bille en tête, pas en fonçant, mais tu arrives tranquillement avec un grand smile et un vrai geste d'accueil. Et alors là, en fonction des cultures, contact physique, pas contact physique, Bien sûr. distance, enfin là, il y a plein de choses à prendre en considération, mais que tu montres à la personne qu'elle a passé cette porte et qu'à la seconde où elle passe la porte, à travers tes yeux, elle est en train d'être et de devenir qui elle a envie d'être dans cet hôtel-là. Ouais. Ta vente, elle est faite à Mmh. 80. C'est très drôle parce que tu mets les mots avec ton jargon à toi sur des choses que moi j'explique en formation, que j'ai d'abord faites assez naturellement, dans ma carrière et ensuite moi j'ai essayé justement de le modéliser en formation. Moi j'appelle ça donc la première impression. Je travaille sur cette fameuse première seconde, le premier geste, le premier mot, le fait d'avoir ce non verbal qui vient souligner, l'attention qu'on porte au client et c'est excellent que toi tu le soulignes d'un point de vue neurosciences, de l'impact que ça peut faire de l'autre côté pour le client et je suis d'accord avec toi. Hem La vente, elle se fait à ce moment-là et une fois qu'on a fait une première impression, particulièrement si elle est mauvaise, c'est très compliqué de décoller l'étiquette que le client vient de nous coller dessus. Exactement, exactement et c'est ça après derrière, si jamais il y a eu un loupé pour une raison X ou Y, c'est parce qu'on est capable de rentrer dans une analyse très fine et d'aller chercher vraiment les sensibilités très fortes qui vont faire qu'on va réussir à justement, comme tu l'as dit, décoller cette étiquette. Mmh. On va être un solvant de l'étiquette mal Oui. collée, mais le solvant, il faut qu'il agisse fort et c'est parce qu'on a une analyse très profonde. Tu as dit un truc qui est que je trouve, super intéressant sur le fait qu'on met des mots sur des choses, que tu as vécues, Mmh. que tu as acquises par ton expérience, ta connaissance de terrain, hem et en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Heu, Chez BMO, on n'a jamais revendiqué réinventer l'humain. L'humain,
C'est des millions et des millions d'années d'expérience, en fait, et l'humain a développé ces stratégies-là et on s'amuse souvent, nous, à faire le parallèle avec le feu. Le feu a été inventé il y a, je sais plus combien, tiens, j'ai un doute d'ailleurs, 400 000 ans ou un truc comme ça. Tiens, j'ai un doute, tiens, sur le chiffre. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a Je des, peux pas t'aiguiller, je dizaines ou centaines de milliers d'années. Tiens, j'ai un gros doute là-dessus. mmh, Mais des dizaines, des centaines de milliers d'années. Mais le principe de combustion n'a été découvert qu'en 1775 par Lavoisier et il n'a pas réinventé le feu. Le feu, ça faisait déjà des dizaines ou des centaines de milliers d'années qu'il existait, mais on ne comprenait pas exactement ce que c'était le feu. ouais. On pouvait dire: «Quand j'y mets la main, ça brûle. Quand j'y mets des aliments, ça cuit. Quand je mets des métaux lourds, bah, ils fondent. Quand dans le noir, ça éclaire, ça produit de la chaleur» et voilà, on avait fait à peu près le tour de ce qu'on était capable d'expliquer, du feu. Mmh, Mais quand Lavoisier, lui, est arrivé, chimiste français, et a pu expliquer le principe de combustion du feu, il n'a pas réinventé le feu, mais il a pu expliquer comment il marche. Et à partir du moment où on a compris le principe de combustion, bah, regarde tout ce qu'on a été capable de faire en 200 ans. Et ouais, bah, c'est exactement ce qu'on fait. On n'est pas là pour réinventer le comportement humain. On n'est pas là pour, dire aux gens: «Il faut faire complètement différemment». Non, on est là pour expliquer: «Dans ce que vous faites, voilà ce qui se passe» et parce que d'un seul coup, vous comprenez ce qui se passe, vous allez pouvoir aller plus loin excellent. et ça, c'est important comme, comme notion. Mmh, ouais, c'est très clair.